Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue malgré les circonstances, bienvenue dans ce débrief d'après-match de l'Impact de Montréal. L'Impact qui s'incline donc dans ce match-là. Je vous laisse arriver, je vais prendre vos commentaires, que vous soyez sur la plateforme Facebook, Twitter ou encore Twitter Periscope dans quelques instants. Je vais commencer à prendre donc vos commentaires sans problème. Match qu'on va résumer clairement, je pense qu'il est clair pour tout le monde. Camacho qui coûte le match, ni plus ni moins. Si je reviens, avant le match, Toronto qui avait allumé des lampions, là, vous l'avez sûrement vu sur Twitter. On a vu, pour ceux et celles qui étaient avec nous pour l'avant-match, puisque TVA Sport avait jugé bon de nous présenter du baseball et du surf. Donc, on s'est occupé de faire l'avant-match avec vous, mais Marc Dos Santos qui avait complètement modifié son alignement pour ce match-là et alignement beaucoup plus balancé, beaucoup plus équilibré pour Vancouver dans ce match-là, mais le match était prenable. Thierry Henry avait décidé d'y aller poste pour poste pour Maciel, qui était sous le coup d'une suspension pour son rouge. Et c'est Shemichom qui prenait place. Mais le match, il se résume grossièrement. Il se termine donc à la 36e minute de jeu, alors que Camacho fait une erreur. Mais tout juste avant, déjà Camacho avait fait une bourde le long de la ligne de touche en essayant de faire un dribble incompréhensif qui donnait le ballon à l'adversaire. Mais là, un rouge, donc un rouge que je qualifierais de stupide dans une game régulière du calendrier de la MLS et même d'un match d'exhibition. On est dans un match de championnat. On a un joueur qui s'en va pogner un rouge dans la boîte, sachant automatiquement que on allait donner donc ce tir de pénalty. C'est sûr que le match se termine là. À partir du moment où on évolue à 10 contre 11, Vancouver demandait rien de plus que ça, de sortir Montréal du jeu, de sortir Montréal de sa game. Et ils ont réussi à tous les niveaux à le faire avec cette faute-là majeure. Et Camacho, donc, stupide dans une game régulière, mais incompréhensive, inconcevable, impardonnable dans un match où tu te bats pour la finale du championnat canadien, dans un match aussi important où tout ce que tu as à faire, c'est de gagner le match, peu importe le score. Donc, tu peux prendre une avance d'1-0 et dire, nous, on joue le parc de boss et merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Donc, Alberto qui nous dit la dernière fois que Montréal a remporté 2 matchs de suite, c'est en juin 2019 contre Seattle et le 26 juin 2019 contre Portland. Donc, c'est difficile pour l'Impact d'aligner là, les matchs positifs, mais en dehors de ça, je pense pas que l'Impact ait connu un mauvais match, sincèrement. Et on va l'analyser en profondeur demain. Là, j'ai pris plein de notes tout au long du match, mais là, on est avec vous juste pour le débrief à chaud, ramasser vos opinions, vos commentaires. Mais clairement, j'ai fait des reproches depuis plusieurs semaines à Camacho et on a plusieurs auditeurs
qui me disait, Jeff, panique pas, il est pas si pire que ça, Camacho, des fois, il nous sort des gros matchs. Et moi, ce que je vous disais, et je le réitère ce soir, et j'assume l'entièreté des propos que j'ai tenus dans le passé, tu peux pas, Camacho, avec le salaire qu'il commande, avec le statut qu'il commande, avec l'expérience qu'il possède et avec la notoriété qu'il doit dégager, tu peux pas prendre ce genre de faute-là ce soir. Pas plus que tu pouvais donner le ballon dans l'axe contre Toronto. Et ce qui me tanne ce soir, c'est que c'est pas Toronto qui gagne pour passer. C'est Montréal qui perd. C'est pas Vancouver qui gagne le match ce soir, c'est Montréal qui le perd. Et ça me tanne. Ça me tanne parce que c'est pas la première fois qu'on s'en parle. Ça arrive souvent, c'est fréquent. On a de la misère à Montréal à aligner les victoires. Mais ce soir, cette défaite-là, elle n'est pas collective. Cette défaite-là, parce que ce soir, sincèrement, outre la bourde de Camacho, est-ce que vous êtes en mesure de me donner un joueur qui littéralement était à côté de la plaque, qui littéralement n'était pas dans son match ou qui a coûté finalement le match? Et je pense que non. Et sincèrement, je vais prendre le commentaire de Beto Mora sur Twitter Periscope à l'instant. Donc, avant le carton rouge de Camacho, l'Impact jouait mieux que Vancouver. L'Impact jouait un excellent match dans les circonstances. Et l'analyse que moi je faisais du début de cette rencontre-là, c'est que Marc Dos Santos avait tellement modifié son alignement que l'Impact de Montréal était en mode analyse. L'Impact de Montréal regardait comment allaient se comporter les Whitecaps dans cette rencontre-là. Et je pense qu'on aurait été du côté de Montréal up-tempo tout le long de la rencontre. Je pense que on avait le droit ce soir à une performance qui s'en allait en crescendo et qu'à un moment donné, l'Impact aurait profité d'une situation favorable, que ce soit sur un contre, que ce soit sur une erreur soit au milieu ou en défensive de la part des Whitecaps de Vancouver, pour concrétiser et prendre les devants. Et à partir de là, ben là, ça devient de la gestion de banc, ça devient ça revient à Thierry Henry de prendre les bonnes décisions à ce moment-là, comprenez-vous, pour gérer finalement la fin de cette rencontre-là, advenant que l'Impact réussisse à prendre les devants. Donc là, on a la gestion du banc, on a la gestion de l'effectif, la gestion du schéma tactique, où on peut jouer, dire on va sortir un attaquant, on va rentrer un milieu, on va redescendre un peu, on va protéger. Bref, il y avait 1001 façons de contenir les Whitecaps ce soir à partir du moment où l'Impact prenait les devants. On aurait pu prendre les devants, continuer à défendre haut pour pas, parce que le parc de bus, on s'entend, souvent tu te fais prendre parce que tu joues très profond dans ton territoire défensif et c'est là que tu donnes des chances de marquer et on le sait qu'ils sont capables, Vancouver, dans cette situation-là de profiter. Je regarde par exemple Ali Adnan, qui est rentré en cours de match, est capable de prendre des grosses frappes de loin. Et c'est pas facile, donc, dans ce cas-là, de jouer, dire on parque le bus et on défend très bas. Donc, on aurait pu continuer de défendre très haut si l'Impact aurait pris les devants, mais quand même, peut-être retirer un attaquant, rechanger un peu la formule, rajouter quelqu'un au centre et dire, regarde, on va protéger cette avance-là sans nécessairement se sortir du match et que subir défensivement. Steph qui nous dit via Twitter Periscope, geste égoïste de Camacho. Camacho out. Camacho est un trend présentement sur Twitter et va le demeurer, je pense, facilement jusqu'à demain matin. Alors, effectivement, geste très égoïste de Camacho. Et comme je vous dis,
ce soir, dans les circonstances et dans le statut des joueurs, comme je vous dis, il y a des choses que je peux pardonner à certains joueurs vu leur statut. Dans le cas de Camacho, c'est un geste qui est, oui, égoïste, Stéphane, mais qui n'est pas pardonnable à cause de, principalement, ce qu'il commande comme salaire, ce qu'il doit donner en échange de ce salaire-là, ce qu'il doit être capable d'observer et d'avoir comme QI de soccer vu le statut qu'il possède à Montréal. Bref, pour 1001 raisons, il peut pas faire ce qu'il a fait ce soir. Maxime Rivard sur Twitter Periscope. Bienvenue à toi, Maxime. Merci de te joindre à notre podcast. Je n'aime pas le IQ Soccer de Taider. Gâche souvent les jeux. Moi, je pense sincèrement, Maxime, que Saphir Taider a une excellente vision du jeu. Par contre, il n'a peut-être pas les éléments avec lui pour composer selon ce qu'il veut faire. Ou encore, on joue pas nécessairement le schéma tactique qui pourrait avantager Saphir Taider présentement. Donc, pour ces raisons-là, et je l'ai déjà mentionné dans les podcasts précédents, moi, je vois pas Saphir Taider avec l'Impact dans l'avenir. Moi, je pense que présentement, on va y laisser écouler le contrat, mais je pense pas qu'il y ait de l'avenir et qu'on doive construire autour de Taider, comme je pense pas qu'il faut construire autour de Boyan et comme je pense pas non plus qu'il faut construire autour de Lassie. Bref, moi, c'est pas tant le IQ Soccer que j'aime pas de Saphir Taider, c'est vraiment qu'il a de la difficulté à s'adapter à la réalité du collectif. Et ça, pour un joueur de son statut, ben tu dois être capable de le faire. Et le reste, ben il y a quelques éléments qui me chocotent avec Saphir Taider. C'est sa capacité à prendre des ballons arrêtés, à prendre des corners. Bref, il y a quelques points qui me tannent, mais ce soir, je blâmerais pas Saphir Taider pour la tenue de l'Impact qui, soit dit en passant, moi je pense que l'Impact dans l'ensemble ont joué quand même un bon match. Non, pas joué un mauvais match. Se sont défendus là, à partir de la 40e minute à 10 contre 11. Alors qu'ils avaient déjà joué il y a 3 jours. On savait que ça allait être facile, que ça allait pas être facile. La gestion de l'énergie dans toute cette stretch-là où l'Impact jouait le 13, joue le 16, ils vont jouer le 20, le 23, le 27. Bref, tout ça était pas facile, mais faut vivre avec. Michel qui nous dit Camacho out. Michel, je le sais que tu es un auditeur assidu de notre podcast. Je le dis depuis longtemps hein, et tu le sais. Donc, je t'astinerai pas. Je t'astinerai pas là-dessus. Camacho, il revient à pied. Il fera du pouce. On le laisse à Vancouver. Nous autres, on s'en va du côté du Red Bull Arena. Amener nos pénales pour malheureusement poursuivre le reste de la saison, parce que l'Impact, oui, c'est terminé au championnat canadien, mais il reste la saison MLS et ça reprend dès le 20 avec un match qui nous opposera à l'Union de Philadelphie, un match qu'on ne peut pas perdre et l'Impact, donc privé du Stade Saputo, sera reçu, appelez-le comme vous voulez, au stade du Red Bull de New York. Stéphane qui nous dit « Moi, je trouve que Lassie n'a aucun sens du jeu. Il est rentré un peu tard, Lassie. Et moi, je pense qu'il amène une belle percussion offensive. Il amène une certaine dynamique. Par contre, il n'est pas dans la bonne chaise, Lassi Lappalainen. Je le dis depuis longtemps, Lassi Lappalainen doit être utilisé présentement parce qu'on est à court de ressources en tant que défenseur latéral gauche. C'est là qu'il va, puis je le sais qu'il y en a plein qui vont me dire « Jeff, c'est pas un latéral gauche, Lassi Lappalainen, mais moi je vous le dis
essayons-le et ça sera pas pire que Raitala et ça sera pas pire que Corrales, je vous le garantis. L'Impact ne sera pas perdant au change, mais par contre, en haut, je pense qu'on est mieux avec Kyoto et Orji présentement. Ça va bien, donc on laisse ça comme ça. Alors, moi, je pense que Lassi Lapalainen, ça vaut la peine de l'essayer. On ramène Raitala un petit peu, une coche vers le centre, donc avec Binks. J'aimerais mieux Fanny que Raitala, mais à un moment donné, on peut pas clouer le capitaine sur le banc non plus. Va falloir lui donner des minutes de jeu, mais je trouve que ça aurait beaucoup plus de sens d'avoir, par exemple, Lassi sur la gauche avec Raitala, Binks et Broguillard dans le cadre défensif. Et vous remarquerez que Camacho ne fait pas partie de cet alignement-là. Mais faudra voir Rod Fanny à 40 ans. On peut pas y donner autant de départ de 90 minutes. On peut pas le faire jouer le 16, le 20, le 23, le 27. Oubliez ça, mais je pense qu'il peut aider donc dans cette stretch de 4 rencontres-là qui s'en vient. Mais Lassi, présentement, moi, je le descendrai. Et il n'a pas le sens du jeu. Moi, je pense que c'est le problème de Lassi Lapalainen, c'est son implication. C'est d'aller au bout de ses actions. Donc, Lassi, des fois, on dit d'un joueur, on veut qu'il joue sur le bout des pieds. Lassi, souvent, va faire un jeu. Et on voudrait combiner, on voudrait faire un give and take, un 1-2, mais Lassi va donner sans jamais devenir une option pour rejouer sur lui. Donc, on dirait qu'il fait toujours son action à bout de souffle et là, il n'y a pas l'énergie pour aller s'offrir en option ou encore ouvrir le jeu ou attirer un défenseur pour défaire les lignes, briser les lignes. Donc, dans ce sens-là, Steph, moi non plus, je pense que Lassi n'a pas le sens du jeu. Beto qui nous dit, je prends un autre commentaire, on est toujours sur Twitter, Periscope. D'autres choses que je me suis rendu compte, c'est que Henry n'a pas de confiance à Boyan. J'ai également un doute à l'endroit de Boyan. Je l'ai signalé, je m'en suis pas caché, je m'en cacherai pas encore ce soir. J'ai un doute. J'ai un doute dans les capacités de Boyan et c'est vraiment pas en termes d'exécution de soccer. Moi, je pense que le soccer, c'est 30%, on va dire, de conditions physiques pour 70% de mental. Et le 70% de mental chez Boyan, il est très, très, très fragile. Faut pas oublier les antécédents de Boyan. Boyan est arrivé avec le Barça où on l'a identifié comme étant le nouveau Lionel Messi. Il est arrivé au Barça avec une pression énorme, une pression journalistique qui n'existe pas ici, visiblement pas à Montréal et en MLS pour le soccer, mais Boyan a dû vivre dans son quotidien cette pression-là étant très jeune. Il est devenu le plus jeune marqueur du Barça et on a fondé des espoirs incroyables sur ce jeune homme-là et il a malheureusement flanché. Donc, quand on est venu pour le mettre en jeu, crise de panique, incapable de gérer ses émotions. Bref, il a été ébranlé et ça l'a suivi tout au long de sa carrière. Donc, mentalement, je pense que ce petit gars-là, jeune, s'est fait un peu démolir et il en souffre encore aujourd'hui. Et je pense que Boyan, sa vision était de dire, je vais venir en Amérique du Nord, dans le circuit de la MLS, où il y a un petit peu moins de follow spot, où on va moins me surveiller, mais je vais me rebâtir une confiance pour revenir plus fort du côté européen. Et moi, sincèrement, je ne construirais pas ma formation autour de Boyan. Il est trop fragile mentalement et il est capable de grandes choses, il est capable de jouer, il est capable d'être dominant, mais Boyan doit réapprendre
à se faire confiance, à jouer en première intention, à prendre la bonne décision. Et pour relancer la carrière d'un joueur comme ça prend une séquence aboutie de plusieurs belles performances consécutives. Et c'est ça qui va donner à Bojan la force de se relancer, mais présentement, moi non plus, j'aurais pas la confiance à émettre sur un Bojan si j'étais l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. Je vais m'arrêter quelques instants pour vous donner quelques petites statistiques sur ce match-là. Sur cette rencontre-là, pardon. Souvenez-vous des statistiques que je vous ai partagées lors du dernier match. Je vous disais qu'il y a des statistiques clés que j'aime regarder dans un match. Il y en a 7 qui, pour moi, sont super intéressantes. Et je vais aller chercher le match. Donnez-moi un instant. Vancouver, statistiques. Donc, il y a 7 statistiques que j'aime regarder. Ce sont les grandes chances, les grandes occasions manquées, les contre-attaques, les tirs dans la surface, les tirs à l'extérieur de la surface et bien sûr les arrêts-clés du gardien. Grande chance de marquer ce soir, 2 pour Vancouver, 1 pour l'Impact de Montréal. Donc, cette ligne-là va à l'avantage de Vancouver. Les grandes occasions manquées, c'est 1 de chaque côté. Les contre-attaques à l'avantage de Vancouver. Tir dans la surface, avantage Vancouver. Tir à l'extérieur de la surface, avantage par 2 tirs. Pour l'Impact de Montréal, c'est 8 contre 6. Et les arrêts du gardien, avantage à Salle sur Diop ce soir, donc 3 contre 2. Donc 5 fois sur 7, on s'incline au niveau de ces statistiques-là. Une fois on gagne, une fois on est nul. Et quand on prend pas le contrôle de ces 7 statistiques-là, c'est sûr que on va perdre le match. J'ai pas vu grand match gagner sans qu'on gagne ces 7 lignes-là. C'est des lignes qu'on contrôle, c'est des lignes qu'on doit contrôler. Et malheureusement, l'Impact l'a pas fait ce soir, mais malgré tout, l'Impact, comme je vous dis, a pas connu un mauvais match. Faut pas oublier que l'Impact s'est défendu à 10 contre 11 à partir de la 36e minute de jeu. Donc, pour moi, ce soir, il y a pas que du négatif et on va le regarder. On va le regarder demain en détail parce que dans 5 minutes, ça va déjà être la fin pour le débrief. Donc, on va le regarder demain, mais clairement, ce soir, la défaite, et j'en reviens à Michel, j'en reviens également à Steph. Donc, Camacho out, geste égoïste de Camacho. On avait un autre commentaire avant le carton rouge. L'Impact jouait mieux que Vancouver. Je pense que effectivement, l'Impact avait trouvé la mesure dans cette rencontre-là des Whitecaps de Vancouver. On était en mesure d'offrir aux partisans une raison de croire finalement que l'Impact pouvait accéder à cette finale du championnat canadien qu'on devra concéder à Toronto FC, malheureusement. Et ce qui me fait encore plus mal, comme je vous disais, c'est que Toronto FC ne gagne pas sa place au championnat canadien. C'est l'Impact de Montréal qui la perd en perdant contre Toronto sur une erreur de Camacho, en perdant ce soir sur une double erreur de Camacho, soit le carton rouge et le péno du même coup. Donc, ce soir, c'est dommage, mais ça se termine comme ça et ça se termine pas par une victoire de Vancouver, mais par une défaite de l'Impact de Montréal, signé Rudy Camacho. À partir de maintenant, on se concentre sur le championnat de la MLS. Donc, l'Impact de Montréal devra travailler fort pour se maintenir le plus haut possible au classement de la MLS. Comme je vous disais cette semaine, moi, j'aime ça quand l'Impact a les 2 mains sur le volant.
Ça me tanne quand on est obligé de regarder, ouais, mais tel club, faudrait qu'il perde, ça avantagerait l'Impact, faudrait qu'il se passe une nulle là, une défaite là. Non, là, l'Impact, si il gagne ses matchs, il est bien placé pour faire les séries d'après-saison. On sait que les 6 premiers vont passer. Il y aura quelque chose également pour les positions 7 à 10. L'Impact, normalement, est en bonne posture pour être là, mais elle doit se concentrer sur le championnat de la MLS et gagner ses matchs. Donc, le prochain en liste, c'est le 20 septembre prochain face à l'Union de Philadelphie. Un match qui ne sera pas facile où les joueurs devront donner tout ce qu'ils ont à donner pour cette rencontre-là et jouer pendant 90 minutes de jeu. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Camacho sera absent pour cette rencontre sous le coup d'une suspension. Le 23, on affronte les Revs de la Nouvelle-Angleterre et le 27 septembre prochain, ce qui couronne cette phase 2, si on veut, pour les équipes canadiennes, ben ce sera contre le New York Red Bull, un match qui sera sans doute haut en émotion pour Thierry Henry, qui sera donc de retour dans l'enceinte des Red Bull de New York, où il a connu quand même de bons moments. Donc, triste fin dans cette route vers l'ascension au championnat canadien. Mais on se tourne vers la saison MLS. Et au début de la saison, sincèrement, si on regarde ça, la tête froide, au début de la saison, quand on se parlait, aller écouter là, les premiers podcasts de la saison, qu'est-ce qu'on se disait? Faut que l'Impact se concentre sur un élément, c'est le championnat MLS, parce que là, il y avait plein de choses. Hein. Il y avait la Ligue des champions de la CONCACAF, il y avait la MLS, il y avait il y a ce fameux championnat-là canadien, il y a eu MLS is back. C'était une saison déstabilisante en tout point, mais c'est pas unique à l'Impact. La saison a été déstabilisante pour toutes les formations qui sont à l'intérieur du circuit Garber. Donc, à partir de maintenant, il reste un projet, c'est celui du championnat MLS, parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va s'en venir pour la Ligue des champions. On sait qu'on voulait continuer cette Ligue des champions de la CONCACAF. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles, mais championnat canadien de cette année, bon, c'est terminé. Toronto va passer malheureusement et ça donne donc tout le focus et tous les follow spots sur le tournoi, le championnat de la MLS. Donc, on se concentre là-dessus à partir de maintenant et on va revenir, nous, demain pour analyser le match en détail. Un autre commentaire, Twitter, Périscope. Malgré le résultat, il y a quelques positifs. Piet, encore très bon ce soir. Kyoto marque encore. Comme je vous disais, l'Impact de Montréal n'a pas connu un mauvais match ce soir. L'Impact de Montréal s'est fait jouer le tour par Rudy Camacho qui coûte le match donc à cette formation-là qui devait se défendre à 10 contre 11. Contre, bien sûr, des Whitecaps qui voulaient à tout prix aller chercher cette victoire-là. Un Whitecaps remanié également, alors que Marc Dos Santos avait modifié 6 des 11 éléments titulaires sur sa feuille de match. Bref, il y a du positif. Piet, encore très bon ce soir. J'ai partagé tantôt sur Twitter les séquences de jeu de Samuel Piet, pas les séquences, mais l'endroit où il se positionnait sur le terrain et de plus en plus, ça monte. Samuel Piet se positionne de plus en plus vers l'avant, donc ça, c'est très positif. Kyoto qui marque 5e but, si je me trompe pas, pour Rommel cette saison. Donc, excellente saison en vue pour Kyoto, effectivement. Donc, commentaire très pertinent. Je vous remercie d'avoir été là
Et je vous donne rendez-vous demain soir, 20h, pour l'analyse complète de cette défaite crève-cœur. On va le dire comme ça, mais il me semble qu'on l'a dit souvent cette année, défaite crève-cœur pour l'Impact de Montréal, donc au compte de 3-1 face aux Whitecaps de Vancouver. Bonne fin de soirée.